gérer les risques liés aux fluctuations d'échange, des taux d'intérêt ou des prix des matières premières, les entreprises peuvent être conduites à utiliser des produits dérivés, contrats à terme, futures forwards, options. Les techniques financières peuvent être simples, couverture routinière par exemple, mais pour les firmes les plus aguerries, elles peuvent être complexes et difficiles à appréhender par un observateur extérieur. De plus, les réglementations comptables encadrant l'enregistrement de ces opérations ont connu au cours des 20 dernières années de très grandes évolutions. Chang, Donohue et Sougiannis abordent dans une étude publiée par le Journal of Accounting Economics les conséquences des évolutions à la fois des pratiques financières et comptables sur le travail des analystes financiers. Leurs prévisions ne sont-elles pas détériorées du fait de l'utilisation de ces produits dérivés? Les normes comptables ont-elles contribué à améliorer la qualité des informations? Ces experts que sont les analystes financiers en ont-ils réellement profité? Leur étude porte sur le cas des entreprises américaines qui ont toutes subi les changements de normes imposés par le FASB. Pour apprécier si le fait d'utiliser des instruments financiers dérivés affecte le travail des analystes, Chang, Donohue et Sougiannis ont choisi d'étudier deux dimensions de leurs prévisions. La précision, c'est-à-dire la différence entre la dernière prévision et le résultat annoncé, et la dispersion, c'est-à-dire les écarts des prévisions de chaque analyste. On peut penser que si l'expertise des analystes est grande, ils sont capables d'appréhender toutes les conséquences de ces usages et de produire des prévisions tout aussi précises. Si c'est vrai pour chacun d'entre eux, la dispersion de leur jugement ne devrait pas évoluer. Ainsi, les deux hypothèses retenues par les auteurs sont H1, la précision des prévisions de bénéfices par action par les analystes ne change pas après qu'une entreprise ait décidé d'utiliser des instruments dérivés. H2, la dispersion des prévisions de bénéfices par action par les analystes ne change pas après qu'une entreprise ait décidé d'utiliser des instruments dérivés. Pour tester ces hypothèses, les auteurs ont eu recours à la base de données comptable Compustat. Ils ont retenu toutes les entreprises américaines présentes entre 1998 et 2011. Ils n'ont exclu que les firmes appartenant au secteur dit utilities et au secteur financier. De même, ils n'ont pas pu retenir les firmes pour lesquelles il n'y avait pas de données pendant au moins 3 années consécutives. L'information concernant l'utilisation des dérivés a été collectée manuellement à partir des formulaires dits 10-Ks disponibles sur la base Edgar de la SEC. Les informations concernant les prévisions des analystes proviennent de la base IBOS, les cours boursiers de la base CRSP. Au total, l'échantillon contient 23 353 observations. L'échantillon a été divisé entre utilisateurs et non-utilisateurs en fonction du critère suivant. L'entreprise déclare dans les 10-Ks qu'elle a utilisé cette année-là au moins un produit dérivé. Parmi les utilisateurs, les auteurs isolent les entreprises qui, au moins les 2 années qui précèdent, n'utilisaient pas de dérivés et qui les utilisent au moins les 2 années consécutives. Les effectifs se répartissent ainsi 10 792 observations pour des non-utilisateurs, 561 pour les nouveaux utilisateurs et 12 000 pour les autres.
Les deux variables qui font l'objet de cette étude sont la précision et la dispersion des prévisions de bénéfices par action des analystes. L'indicateur de précision est obtenu en faisant la différence entre la prévision moyenne la plus récente des analystes, encore désignée sous le terme de consensus, ou par l'acronyme ici CEF, et le montant réalisé du bénéfice par action ou earning per share, EPS. La valeur absolue de cette différence est divisée par le cours en fin d'année, puis multipliée par moins 100 pour que l'indicateur soit croissant avec la précision. L'indicateur de dispersion est égal à l'écart type des prévisions des différents analystes pour le même bénéfice par action, normé par le cours boursier et multiplié par 100. L'étude recourt à une méthodologie dite diff in diff, difference in difference. Le groupe des nouveaux utilisateurs est étudié avant sa première utilisation des dérivés et après. L'évolution de la variable d'intérêt, précision ou dispersion des prévisions, est mesurée à partir d'une première différence. La même différence est calculée pour un groupe de contrôle qui n'a pas recours aux dérivés. Enfin, la différence entre ces deux différences est estimée. Le groupe de contrôle est composé de sociétés n'utilisant pas les dérivés, mais ayant les caractéristiques les plus proches de chacun des nouveaux utilisateurs. Elles sont choisies sur la base d'un propensity score calculé à l'aide d'un modèle estimé sur l'échantillon total. La probabilité d'être un nouvel utilisateur est fonction des caractéristiques de risque, notées ici RMI, des facteurs expliquant la couverture par les analystes, notés ici ACI, d'autres variables de contrôle, CTRL, et d'effets fixes année, YR. Pour tester les deux hypothèses avancées, les auteurs recourent à différents modèles de régression, dont la structure générale est la suivante. Chacune des variables dépendantes, précision ou dispersion, est régressée sur une variable muette, new user, qui vaut 1 s'il s'agit d'un nouvel utilisateur. D'une seconde variable muette, post, qui vaut 1 si on se situe dans la période de première utilisation. Et enfin, une variable d'interaction utilisant à la fois new user et post. Les variables de contrôle sont celles déjà utilisées dans le modèle précédent. Par parcimonie, nous ne reprenons ici que les coefficients associés aux variables muettes d'intérêt. Nous laissons de côté les coefficients associés aux variables de contrôle. Les résultats provenant de ces deux régressions suggèrent que le commencement de l'utilisation de dérivés est concomitant à une dégradation de la précision des prévisions des analystes. Coefficient significatif associé à la variable d'interaction, moins 5,288. De même, on observe un effet d'accroissement des dispersions des prévisions des analystes, suggérant par ailleurs une élévation de l'asymétrie d'information. Coefficient positif et significatif de 0,832. D'autres résultats suggèrent cependant que ces effets immédiats s'atténuent par la suite. Pour les analystes scrutant les résultats des sociétés qu'ils suivent, l'utilisation de dérivés est source de deux types de complexité. D'une part, il y a celle inhérente aux opérations financières elles-mêmes. Mais il y a en plus les effets du cadre réglementaire comptable. Or, celui-ci a beaucoup évolué aux USA. Schématiquement, il y a eu 4 moments clés. La mise en œuvre des normes SFAS 133 et 138 au début des années 2000. La publication
de la norme SFAS 149 en 2003, qui est venue amender et clarifier les prescriptions des normes précédentes. La norme SFAS 155 en 2006 est venue intégrer une évolution plus prononcée vers une comptabilité en juste valeur. Enfin, l'ambition de la norme SFAS 161 était de permettre de mieux élucider les motifs réels de couverture. Pour essayer de distinguer les effets de la complexité des opérations et ceux de la complexité du reporting sur les deux variables d'étude, précision et dispersion des prévisions des analystes, Chang, Donohue et Soujanis distinguent parmi les nouveaux utilisateurs ceux qui se limitent à des opérations de faible complexité, un instrument et une seule source de risque, et les autres utilisateurs à complexité plus forte, au moins 2 instruments mobilisés ou 2 sources de risque couvertes. De même, concernant le reporting, il distingue les périodes de forte complexité entre les publications des normes SFAS 133 et 138 et celles de la norme SFAS 149, et les autres périodes de moindre complexité. On obtient ainsi un tableau distinguant 4 situations possibles suivant les 2 axes de complexité. Pour chacun des 4 cas possibles, les auteurs estiment la différence entre le coefficient associé à la variable d'interaction quand l'observation appartient au cas étudié et celui obtenu quand elle n'y appartient pas. Les 2 tableaux montrent que la complexité des opérations ne modifie pas les effets relatifs, aussi bien sur la précision que sur la dispersion. En revanche, les résultats sont différents quand il s'agit de la complexité du reporting. C'est donc bien plus la complexité de la réglementation comptable qui aurait rendu plus difficile le travail des analystes. Ces derniers paraissant s'adapter aux difficultés venant de la complexité des opérations de couverture. Pour mettre en évidence les effets des diverses réglementations comptables sur le travail, non plus seulement dans le cas d'une première utilisation, mais pour l'ensemble des utilisateurs, Chang, Donohue et Soujanis estiment des modèles de régression où interviennent 3 types de variables muettes. User, qui vaut 1 si la firme utilise les dérivés, 4 variables règles pour chaque ensemble de normes, 133 et 138, 149, 155 et 161, qui valent 1 si la norme est en usage et 0 sinon. Et enfin, 4 variables d'interaction dénotant une utilisation et une norme. Les mêmes variables de contrôle que précédemment sont utilisées au sein de ce modèle. Les résultats montrent clairement que les propriétés des prévisions de bénéfices par action par les analystes financiers sont clairement associées statistiquement au cadre comptable en vigueur. La détérioration de la prévision et l'accroissement de la dispersion sont concomitants à la mise en œuvre des normes SFAS 133 et 138. De même, l'amélioration relative de la précision et la baisse de la dispersion suivent l'adoption de la norme SFAS 149. Les liens avec les 2 autres normes sont plus tenus. Mais attention, les auteurs le soulignent, ces tests ne permettent pas de souligner des liens de causalité. Ils mettent en exergue de simples associations statistiques. C'est là leur limite. En conclusion, cette étude de Chang, Donohue et Soujanis met en évidence que lorsqu'une entreprise utilise pour la première fois des produits dérivés, les prévisions de résultats par action des analystes deviennent moins précises et plus dispersées.
Deuxièmement, la complexité des opérations de dérivés, usage de plus d'un instrument ou couverture de plus d'un risque, paraît affecter faiblement les propriétés des prévisions des analystes, que ce soit la précision ou la dispersion. En revanche, le cadre comptable en usage peut rendre plus difficile ou moins difficile le travail des analystes lorsque la firme use pour la première fois de produits dérivés. Ce fut le cas en 2000, après l'adoption des normes SFAS 133 et 138. La situation s'est améliorée après le passage de la norme 149. Même s'il est difficile d'établir autre chose qu'une simple association statistique, il semble cependant qu'en dépit de toute leur expertise, les analystes financiers ne peuvent pas aller au-delà des limites que leur imposent les cadres réglementaires comptables.